Bien, alors pour parler de ces nouveaux modes organisationnels et puis de l'établissement de demain, on va commencer par une question, on va dire, large et ouverte, et puis on va resserrer ensuite. Christian Espagno, dans 10 ans, vous la voyez comment, vous le voyez comment, vous la voyez comment la clinique de demain? Bien écoutez, avant de répondre à la question, je voudrais d'abord remercier Lamine et Thierry Béchu de m'avoir convié à participer à votre réunion. Le chirurgien que je suis, l'ancien responsable d'établissement et la personne impliquée maintenant dans une agence nationale, effectivement, essaye de réfléchir dans la mesure du possible à l'avenir de l'hospitalisation, qu'elle soit publique ou privée. Alors pour préparer cette table ronde, j'ai regardé pour l'hospitalisation privée quels étaient les GHM les plus valorisés. Je ne dis pas forcément les mieux, mais en tout cas les plus valorisés. Et si on prend les 5 GHM les plus importants en termes de volume actuellement réalisés par l'hospitalisation privée, on trouve sans surprise, 2 GHM concernant les endoscopies digestives, diagnostiques et thérapeutiques, un geste chirurgical, la cataracte, deux séances, les séances d'hémodialyse et de chimiothérapie. Et si on essaye de se projeter dans 10 ans, et que l'on regarde comment pourront évoluer ces GHM, on peut légitimement penser que les actes d'endoscopie digestive seront réalisés pour une bonne part grâce à la radiologie virtuelle, donc au cabinet du radiologue. On sait que la cataracte actuellement est un geste qui se fait la plupart du temps sous une anesthésie topique, et on peut penser là aussi que cet acte sera probablement effectué dans une très large part dans 10 ans en cabinet ou dans des centres autonomes d'ophtalmologie. Et enfin, grâce au progrès de la télémédecine, bon nombre de séances de chimiothérapie, c'est déjà le cas pour un certain nombre, et d'hémodialyse seront effectuées au domicile. Autrement dit, les activités les plus importantes en volume vont probablement échapper à l'hospitalisation privée dans les 10 ans à venir. Et si l'hospitalisation privée n'évolue pas, ne se penche pas en profondeur sur cette problématique, eh bien elle risque sincèrement d'être en grande difficulté, voire en ruine, dans les 10 ans ou 15 ans qui viennent. Alors est-ce que c'est une fatalité ou est-ce qu'il y a des possibilités de faire un véritable virage de façon à s'adapter à ce que va être l'évolution de l'offre de soins dans les 10 ans à venir? Si on essaye de regarder les constats, et là je ne vais rien dire d'original, on peut faire un certain nombre de constats concernant des grandes tendances. D'abord, vous le savez, le vieillissement de la population. Il y aura 15 millions de personnes âgées de plus de 75 ans en France dans 20 ans. L'émergence très forte, le développement très fort des pathologies chroniques et des polypathologies liées au vieillissement de la population, qui fait que dans 10 ans, au moins 70% des dépenses d'assurance maladie concerneront des pathologies chroniques. Or, on le sait bien, actuellement, la prise en charge de ces patients âgés, polypathologiques, se fait de façon assez erratique. Je n'en veux que comme exemple le fait que plus de la moitié des personnes âgées rentrent à l'hôpital par le biais des urgences. Et cette mauvaise organisation du parcours de ce type de prise en charge génère, c'est pas moi qui le dis, c'est le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, environ 2 milliards d'euros de dépenses inutiles. C'est probablement pour cette raison que les pouvoirs publics ont pris conscience progressivement de ce problème et que la problématique des parcours est au cœur de ce que va être la stratégie nationale de santé. Et il y aura un certain nombre d'appels d'offres, d'innovation, d'expérimentation qui, dans les très proches années à venir,
vont pouvoir bénéficier de financements importants. Il n'y a aucune raison que l'hospitalisation privée laisse ce champ immense au seul secteur public, et il faut absolument qu'elle appréhende, même si elle n'est pas forcément bien armée actuellement pour cela, qu'elle appréhende et qu'elle s'empare de ce type de problème. Alors pourquoi elle n'est pas forcément au départ très bien armée pour ça? Pour un certain nombre de raisons. D'une part, le fait que son activité porteuse essentielle, c'est la chirurgie, mais je vous ferai remarquer que depuis 3-4 ans, elle perd des parts de marché dans le domaine de la chirurgie, et d'autre part que, même si elle accuse encore un certain retard, la France rattrape petit à petit le gap qu'elle avait par rapport aux pays comparables dans le domaine de la chirurgie ambulatoire. Et il y a tout lieu de penser que l'objectif fixé par les pouvoirs publics d'une majorité d'actes chirurgicaux effectués en ambulatoire en 1996 sera atteint. Ça veut dire donc une diminution considérable de la durée moyenne de séjour et des nécessités en termes d'hébergement. Alors on va peut-être passer la parole juste sur un ce mot point. encore, juste un dernier mot, et puis ensuite effectivement Oui. je développerai si vous le souhaitez dans le cadre de la discussion. Il y a également la problématique de la T2A. Certainement la T2A n'est pas forcément le mode de financement le mieux adapté pour la prise en charge des parcours, et la problématique du paiement à l'acte pour les médecins libéraux qui interviennent dans les établissements privés. On va y revenir. D'abord peut-être une réaction peut-être de Gabriel Boissy, sur ce développement de l'ambulatoire. Est-ce que c'est un constat que vous partagez? Alors, je remercie à mon tour les organisateurs, en particulier Lamine Garbi et Thierry Béchu, de nous avoir invités. Et je les félicite pour l'organisation de ces journées. Alors moi, je représente la FHP-SSR, donc je suis président de la FHP-SSR, et à ce titre-là, donc, je suis plus spécialiste des soins de suite et réadaptation, mais je dirige également des établissements qui ont des lits de médecine et des lits de chirurgie. Et je ne partage pas tout à fait le constat de monsieur Espagnaud pour plusieurs raisons. Premièrement, je suis d'accord qu'effectivement, il y a une évolution qui se fait sur certains actes de chirurgie, mais je dirais même sur une plus grande partie d'actes de chirurgie que ceux qu'il a cités, puisque il est certain que dans les jours et les années à venir, les actes se raccourciront en durée et nous irons de plus en plus vers une chirurgie ambulatoire réduite à une seule journée. Ça, c'est le premier point. Là-dessus, je crois que tout le monde est d'accord et c'est l'évolution des choses. Par contre, sur son analyse et sur sa prédiction concernant le fait que nous aurions intérêt ou nous orienterons dans les années à venir sur une prise en charge en médecine de ville, pourquoi pas, mais quel en serait l'avantage? Quel en serait le vrai avantage? Il y a des structures qui existent aujourd'hui, dans des termes d'économie, que la chirurgie soit faite en ville pour certains actes ou en structure déjà existante, elle aura toujours un coût. Discutons du coût. Mais ne posons pas l'axiome dès le départ de dire ces activités-là vont forcément échapper à l'hospitalisation privée. L'hospitalisation privée va s'adapter pour continuer à les prendre en charge. Les structures existent, les organisations existent. Et le coût, de toute façon, il existera toujours. Que ce soit fait en ville ou en hospitalisation privée, que ce soit privé ou public d'ailleurs. On n'est pas là pour s'opposer au public dans cette table ronde. Donc, je crois qu'il ne faut pas poser cette axiome-là. On a vu l'échec, enfin, à mon sens, de la MSAP pour les SSR et du programme Prado. La MSAP, vous connaissez tout ça, vous, en MCO, c'est-à-dire que on préconise, sur un lobbying des kinés d'ailleurs au départ, que certains actes de chirurgie orthopédique soient faits en médecine de ville. Il n'est pas certain que si on étudie le coût de cette prise en charge en médecine de ville de ces actes-là, il y en a 6 maintenant,
il y ait une économie qui soit vraiment réalisée, quand on sait que les transports restent à la charge de l'assurance maladie, et lorsqu'on sait qu'en moyenne, une prise en charge qui fait un établissement de santé de rééducation orthopédique a une durée de séjour moindre que en ville. En général, c'est 2 fois plus long en ville, à la maison, de prendre en charge une éducation de hanche qu'en établissement de santé. Si on étudie le coût de tout cela, il n'est pas certain que des organisations telles que celle-ci, c'est-à-dire prendre en charge à tout prix en ville certains actes qui peuvent être faits en hospitalisation, soient plus économiques à terme. Donc, sur ce premier point, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette analyse, et je pense que plutôt que de poser l'axiome d'emblée de dire ça va être abandonné par l'hospitalisation privée s'adaptera pour continuer à les prendre en charge, puisque les structures existent, ce n'est pas la peine de faire des doublons. Et ce n'est pas certain d'ailleurs qu'en termes, et je termine là-dessus, qu'en termes de sécurité, on parlait de la cataracte, je ne suis pas certain que les endophthalmies ne soient pas plus nombreuses en médecine de ville, dans des établissements de cabinets de ville qu'en hospitalisation privée, car toutes les infrastructures, la certification sont là pour garantir la qualité et la sécurité des soins. François de Mesmet, comment est-ce vous êtes donc directeur général délégué de Capio France, comment est-ce qu'on se prépare à ces évolutions? Alors, tout d'abord, je ne vais pas me singulariser, je vais aussi remercier les organisateurs de m'avoir invité. Alors effectivement, c'est un vaste débat, l'avenir des établissements de santé. Ça tombe bien parce qu'on est là pour en parler. Je pense qu'il faut l'aborder à la fois avec modestie, parce que l'histoire a montré qu'il y a un certain nombre des révolutions dans le domaine de la santé qu'on n'a pas forcément bien appréhendées. Typiquement l'ambulatoire, je pense qu'on a été nombreux à sous-estimer l'impact de l'ambulatoire sur l'organisation de nos établissements. Et il me semble que, effectivement, un peu pour paraphraser Pierre Dac, c'est difficile de faire des prévisions sur les établissements de la santé, surtout quand elles concernent l'avenir. Mais peut-être que la moins mauvaise façon de réfléchir à l'évolution de nos établissements, c'est de regarder quels vont être les espèces de courants de fond auxquels on va être confronté. Et notamment à la lueur de l'arrivée des parcours de santé et des parcours de soins qui vont avoir effectivement des impacts sur nos établissements. Moi, il me semble que le juge de paix va être de plus en plus notre capacité à produire des soins de qualité dans une logique de restriction des ressources mises à notre disposition. Clairement, on passe du XXe siècle où finalement la principale préoccupation c'était d'être efficace, de soigner à tout prix. La santé n'a pas de prix, puisqu'on a un peu découvert collectivement à la fin du XXe siècle, c'est que finalement on vit dans un monde dont les ressources ne sont pas inépuisables, pas seulement d'ailleurs les ressources financières, et que donc le centre de gravité de nos préoccupations passe de l'efficacité à l'efficience. C'est-à-dire qu'il faut qu'on garde évidemment la même qualité des soins, mais en tenant compte des ressources qu'on va consommer. Et comment est-ce qu'aujourd'hui, par exemple au sein de votre groupe, est-ce que vous préparez Alors justement, on pense, nous, avoir un petit rôle un peu de poil à gratter et d'avoir une vision un petit peu divergente de la morosité ambiante en disant finalement, tous ces courants de fond qui s'opposent à nous, c'est à la fois des menaces, mais c'est aussi des opportunités. Et si on regarde ce qui se fait un petit peu à l'étranger, notamment dans des pays qui culturellement ne sont pas très éloignés de nous. C'est pour ça que je pense par exemple les modèles américains ne sont pas adaptés parce qu'ils ont réellement des modalités différentes. Mais si on regarde la Suède, je ne peux pas m'empêcher de regarder la Suède puisque Capio est un groupe suédois. Finalement, les Suédois ne sont pas forcément plus intelligents que nous. Ils ont simplement été confrontés dès les années 90 à une crise qui est à peu près équivalente à celle qu'on vit aujourd'hui, avec un déficit terrible, avec une fonction publique qui était à l'époque jugée pléthorique, d'une part, et d'autre part, ils ont mis à peu près 10 ans en avance par rapport à nous en place la T2A. Ce qui fait que ça nous permet d'avoir un espèce de laboratoire avancé et donc d'avoir quand même une certaine idée de l'évolution qui va arriver chez nous, dans la mesure où il suffit de regarder ce qui s'est passé là-bas. Et comment est-ce que Capio a fait face en Suède à ces challenges et comment est-ce qu'on prétend les relever aussi en France? C'est tout simplement en allant chercher un certain nombre de solutions issues du milieu industriel. Le monde de la santé a longtemps vécu sous cloche, c'est-à-dire un petit peu un univers assez protégé, et on est en train de découvrir ce que finalement les chefs d'entreprise dans bien d'autres secteurs d'activité ont découvert il y a 30 ou 40 ans après le premier choc pétrolier. D'ailleurs, une concurrence majeure sur les prix, et puis une exigence des consommateurs, des utilisateurs sur la qualité.
Mais alors, concrètement, comment est-ce que vous Alors l'organisez? concrètement, par exemple, aujourd'hui, quand on regarde le niveau de prix auquel nos prestations sont remboursées, il y a deux façons de regarder ça. Soit on se désole parce qu'on ne peut pas s'empêcher de se comparer à la façon dont on était remboursé il y a quelques années en arrière. Alors, typiquement la cataracte. Effectivement, aujourd'hui, la cataracte nous est remboursée pour prou aux alentours de 800 €. C'est bien moins que ce qu'elle nous était remboursée il y a quelques années en arrière. Donc, il y a quelques années en arrière, on pouvait se permettre de produire en quelque sorte de la cataracte de façon inefficiente. On conservait pour autant une bonne marge. Aujourd'hui, ça devient de plus en plus compliqué. Et demain, ça va l'être de plus en plus. Pour autant, en Suède, aujourd'hui, Capio produit de la cataracte comme d'autres, à 650 € honoraires médicaux compris. Elle la soigne, j'espère qu'elle ne produit pas de la cataracte. Oui, mais non, mais justement, je produis de la cataracte, enfin de l'opération de la cataracte, évidemment. Hein, et c'est pas pour rien qu'on dit produit, parce que ce vocabulaire industriel, dans un premier temps, était tabou. On considérait que c'était pas pertinent, que c'était même un peu choquant de parler de production de soins. Et je pense maintenant qu'il faut regarder la vérité en face. Il faut mettre les bons mots en face des bonnes entités. Et donc, dire qu'on produit de la cataracte, pour moi, c'est pas péjoratif, mais ça sous-entend une démarche industrielle. Et comment est-ce que Capio produit de la cataracte à 650 € en Suède? Eh ben, c'est en réfléchissant avec un regard industriel, issu des techniques de production, pour appeler un chat, les techniques de Lean, ou techniques issues du système de production Toyota, puisque c'est dans l'industrie automobile, dans un premier temps, que le Lean a fait son apparition. Et quand on regarde de façon systématique quelles sont les différentes étapes de la prise en charge, eh bien, on est très rapidement saisi par le vertige de tout ce qu'on peut trouver en matière d'amélioration de la productivité. Il y a des grandes règles issues du Lean qui disent que quand on commence à avoir une analyse systématique basée sur le Lean, en gros, on réduit d'un facteur 50% les surfaces, les délais de production et les ressources, notamment de personnel, qu'on y consacre. C'est bien pour ça que, et peut-être pour lancer le débat, je m'arrêterai là-dessus, c'est bien pour ça qu'encore une fois, soit on regarde à périmètre constant, en gardant les modes, les organisations traditionnelles, et là, on est confronté très rapidement à une impossibilité d'équilibrer nos activités et de pérenniser nos établissements, ou alors on a l'intelligence et la capacité d'aller regarder ce qui se fait dans d'autres industries, ce qui se fait dans d'autres pays, et là, on peut complètement changer de paradigme, mais se dire au contraire, on a nettement de quoi produire, maintenir, voire même augmenter notre rentabilité, y compris dans un paysage où on sait que la pression sur les prix ne va pas cesser. Christian Espagno, est-ce que vous partagez cette vision industrialiste, productiviste de l'industrie de la santé comme Oui, tout à fait. Tout à fait. Je crois que François vient de redire exactement la même chose que ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a clairement des marges d'amélioration importantes au niveau de l'hospitalisation, quel que soit le secteur concerné. Et comme il l'a très bien dit, on a l'exemple de la chirurgie ambulatoire sous les yeux qui impose de se poser de véritables questions concernant l'organisation des flux au sein de l'établissement. Mais qui dit organisation des flux dit également réflexion sur ce qui se passe en amont de l'hospitalisation et en aval. Et on ne peut pas, je pense, s'exonérer. L'hôpital n'est plus un îlot au milieu d'un monde d'offres de soins isolés, cloisonnés. Il faut absolument que les opérateurs, et en particulier les opérateurs privés, sortent des murs de l'hôpital et s'intéressent à tout ce qui se passe en amont et en aval. Il va y avoir, actuellement les technologies sont déjà au point, il va y avoir de formidables possibilités qui vont souffrir avec les nouveaux systèmes d'information. Il y aura encore une fois, je le redis, des prises en charge au domicile que l'on soupçonne difficilement actuellement. Et les techniques qui sont à mettre en place au sein de l'hôpital, le lean management, éviter les gaspillages au sein des flux de l'hôpital, devront également être appliquées en amont, encore une fois, et en aval. Et c'est par le biais d'une vue d'ensemble que l'hospitalisation privée aura des perspectives d'avenir importantes. Je rappelle une seule chose, dans 10 ans, 70% des ressources d'assurance maladie seront consacrées au parcours et aux personnes âgées polypathologiques. Et je vous rappelle qu'on est dans une enveloppe fermée, ça veut dire que le reste de la prise en charge ne fera que diminuer et bien entendu, les tarifs vont continuer à stagner ou à diminuer dans les années à venir. Gabriel Bossis, ces changements prédits par vos deux voisins de table impliquent, alors je ne sais pas si vous partagez ce constat, ou en tout cas ils impliquent également des changements oui. au niveau du SSR. Je suis plus en phase sur la deuxième partie de l'intervention que sur la première.
Et il est certain, et moi en tant que médecin gériatre, il y a longtemps que j'occupe des personnes âgées, et il y a longtemps que l'on prédisait que les personnes âgées, le vieillissement de la population serait au centre des préoccupations de santé dans les prochaines années. Et le parcours de soins, puisque c'est le mot à la mode aujourd'hui, et le concept à prendre en considération, parce que les patients doivent être considérés aujourd'hui dans leur globalité. Mais plutôt que de parler de parcours de soins, ce que j'ai entendu là à l'instant me fait un peu réfléchir, parce que nous sommes de plus en plus aujourd'hui dans la santé, dans une gestion purement économique. On se rapproche du modèle industriel automobile, on sera bon. Il y a un médecin dans la salle, Monsieur Espagno est chirurgien. Je suis moi-même médecin. Comment? Je suis moi-même Vous êtes médecin. médecin, je ne savais pas, excusez-moi. Donc, nous sommes 3 médecins. Et je trouve que le patient dans tout ça, il commence à être oublié. Et plutôt que de parler de parcours de soins, je préférerais que l'on parle de parcours de soins du patient. Parce que nous entrons de fait dans une définition administrativo-économique du parcours de soins qui me gêne un peu. Et il ne faut pas oublier la qualité dans la prise en charge du patient et la personnalité du patient. Et le parcours de soins du patient me semble beaucoup plus adapté dans l'avenir, et sans oublier le patient qu'on doit garder au sein de nos préoccupations, parce que sinon on risque d'avoir à terme des dérives. On l'a connu par le passé, à vouloir trop bien faire, quelquefois on finit à revenir sur ce qu'on a fait. Donc je demande à ce que l'on soit plus réservé sur cette approche économique, et ce d'autant plus qu'aujourd'hui, et là je reprends une idée qui avait été énoncée il y a quelque temps dans un des congrès de la FHP, le seul secteur économique aujourd'hui qui est en augmentation, c'est le secteur de la santé. C'est un des rares secteurs qui a du dynamisme et du développement. Il ne faut pas lui casser les jambes, parce qu'il est créateur d'emplois, il apporte un bienfait à la population. Et il arrive un moment où cela deviendra incompressible, et il faut y penser. François de Mesmer, donc le patient dans votre vision productiviste et automobile de la santé. Moi, je pense qu'il faut arrêter d'opposer la notion de maîtrise économique et la qualité des soins. Je pense que non seulement elles ne sont pas antagonistes, mais elles vont de pair. Aujourd'hui, j'en viens à l'industrie automobile, les voitures que vous utilisez aujourd'hui, elles sont considérablement de meilleure qualité que celles que vous utilisiez il y a 20 ans. Pour autant, le prix en francs constants ou en euros constants a considérablement baissé. Nous prétendons qu'on peut à la fois maîtriser à travers ces processus industriels le coût de production, mais également augmenter considérablement la notion de qualité. Parce que là aussi, quand on se compare avec ce qui se fait dans d'autres industries, finalement, dans le monde de la santé, aujourd'hui, on tolère des erreurs qui sont de l'ordre du %. Quand on prend, quel que soit le paramètre existant, par exemple, les erreurs de délivrance ou de prescription des médicaments, etc., on est en gros sur des erreurs de l'ordre du %. Là où d'autres industries, notamment avec la mise en œuvre de technologies d'organisation autour du Six Sigma, elles en sont déjà à l'erreur par million. Donc avec un rapport de 1 à 10 000. Il est quand même fort de café que certaines industries puissent maîtriser les process industriels à ce point-là, et que nous, on tolère, donc finalement, ce qui est le plus précieux pour nous, c'est-à-dire la santé de nos patients, des degrés d'erreur aussi importants. Et là aussi, comme pour l'item économique, où on se désespère en se disant on n'est pas bon du tout, d'accord? Ou alors d'ailleurs on est dans l'autosatisfaction en disant mais finalement on est presque tous certifiés sans réserve, donc c'est qu'on n'est pas si bon que ça. Ou alors on se dit, en s'appuyant encore une fois sur une démarche systématisée, en important des outils qui ont fait la preuve de leur efficacité, on peut complètement changer de braquet et proposer demain à nos patients un niveau de prise en charge qui est considérablement meilleur en termes de qualité, et de qualité prouvée. Et aussi, il faut qu'on passe d'une qualité basée sur des indicateurs de moyens à ce qui est, de mon point de vue, le véritable enjeu de demain, c'est-à-dire une qualité basée sur les résultats. Alors, partons du principe que chez Capio, on est aussi bien soigné qu'ailleurs. On l'espère en tout cas. Est-ce que vous avez, quelles sont vos marges? Parce que vous parlez de productivité, est-ce que vous avez des marges bien supérieures à celles de vos... Aujourd'hui, nos marges en France, elles sont de l'ordre de quelques pourcents, c'est équivalent dans l'industrie à ce qui se fait dans d'autres groupes. Pour autant, on prétend
avoir un modèle industriel qui va nous permettre de défendre nos marges en travaillant différemment et les pérenniser à Alors l'avenir. comment? C'est en organisant différemment les plateaux techniques? Expliquez-nous un peu concrètement. Aujourd'hui, notre cœur de réflexion, mais encore une fois, il n'y a pas que nous, il y a bien d'autres groupes qui travaillent aussi sur cette solution-là, c'est d'arriver à baisser notre coût de production en conservant la qualité des soins. Et je vais vous donner des exemples concrets. Comment? Alors, un exemple concret. Prenons par exemple la chirurgie du côlon. La chirurgie du côlon, il y a une technologie, une organisation qui a été décrite maintenant il y a plus de 15 ans par un chirurgien danois qui s'appelle le professeur Kellet. Et le professeur Kellet, en fait, est parti d'un postulat tout simple. Il a commencé par faire l'analyse des différentes étapes de la prise en charge classique d'un patient qui vient pour un cancer du côlon. Et il a une démarche systématique de se dire, pour chacune de ces étapes, est-ce qu'elle est créatrice de valeur pour le patient? Ou est-ce qu'on l'a fait parce que finalement c'est l'accumulation, l'empilage de dogmes ou d'historiques, etc. Et quand il a commencé à faire ce travail de façon systématique, voire obsessionnelle, il s'est rendu compte qu'il y avait en gros 60% des étapes qui ne servaient à rien, et qui non seulement ne servaient à rien, mais qui étaient même délétères pour le patient. Et je vais vous donner un exemple qui va parler même aux non-médecins. Quand on opère un cancer du côlon, le bon sens laisse penser qu'il faut faire ce qu'on appelle une préparation colique, c'est-à-dire qu'il faut purger l'intestin de façon à ce que la stomie puisse se faire sans avoir de matière fécale. Ça relève d'un certain bon sens finalement. Mais quand il a fait une analyse randomisée, sérieuse, il s'est rendu compte que cette préparation colique, non seulement elle ne servait à rien, mais c'est une terre purge qu'elle est complètement délétère sur le plan physiologique. Aujourd'hui en France, il y a encore les 3/4 des chirurgiens qui pratiquent la purge avant intervention pour cancer du côlon, alors qu'il y a une ribambelle d'études randomisées en double aveugle qui démontrent que ça ne sert à rien. Et si vous avez ce raisonnement sur toutes les étapes, l'utilisation systématique de sondes nasogastriques, la mise en place de sondes, de drains, etc., on s'aperçoit que 60% des étapes peuvent être supprimées. Donc ça veut dire que c'est un meilleur service rendu pour le patient, parce que je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'avoir une sonde nasogastrique dans le nez ou une sonde urinaire. J'ai pas eu ce plaisir. Je peux vous garantir qu'il n'y a rien d'agréable. Ça réduit la charge en soins. Il y a des coûts de personnel derrière. Il y a des coûts de sonde, etc., etc. Et quand on tire ce concept jusqu'au bout, notamment en formalisant les différentes étapes, en mettant des scores, notamment des scores de sortie du patient, on s'est rendu compte que le concept nous permettait d'aller jusqu'à ce qui nous semblait complètement infaisable au départ, c'est-à-dire aller jusqu'à réussir la chirurgie, l'hémicolectomie pour cancer du côlon en ambulatoire. Ce qui paraît complètement fou comme ça. Et quand on met ça en place, il y a deux approches où on est effectivement des doux, des fous furieux, et on se met à travailler comme des singes, ou au contraire, on a tellement poussé ce travail, cette anticipation de la prise en charge du patient, qu'on a réussi à concentrer toute la prise en charge sur une journée. Vous doutez bien que quand vous réussissez à mettre ça en place, vous avez, nonobstant un certain nombre de difficultés court terme qu'on rencontre en France, qui sont la borne basse, mais on y reviendra peut-être dans un deuxième temps, à partir de ce moment-là, on arrive à réduire un facteur considérable notre coût de production et donc d'augmenter notre rentabilité à remboursement constant. Christian Espagnaud, est-ce que vous partagez ces données? Je voudrais dire deux choses. D'abord, et sans enlever du tout de mérite au groupe, il n'y a pas que les groupes qui réfléchissent à des organisations efficientes ou à des méthodes de management modernes. À l'ANAP, on se déplace beaucoup dans les établissements en France, publics ou privés, et on voit beaucoup de choses, beaucoup d'initiatives qui sont faites, y compris dans des établissements indépendants ou dans des tout petits groupes. Et notre rôle, d'ailleurs, notre mission, si je peux dire, c'est justement d'aller essayer de recueillir tout ce qui se fait de bien, toutes les initiatives en France, et il y en a beaucoup, de façon à essayer de les capitaliser, de les modéliser, et ensuite d'aider les établissements à reproduire un certain nombre de choses. Et plutôt que de se lamenter en permanence sur tout ce qui ne va pas en France, et en particulier dans le monde de la santé, on ferait bien de regarder plus attentivement tout ce qui se fait et tout ce qui se fait de bien. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'il faut définitivement arrêter d'opposer qualité et process industriel ou organisation pertinente des soins. Alors là, c'est le chirurgien qui va parler. Qu'est-ce qui est mieux ? Une structure qui n'est pas organisée et où le chirurgien attend 1 heure, 1 heure et demie entre chaque intervention, qu'on veuille bien descendre le patient, ou au contraire, une structure parfaitement organisée, avec un brancardage interne qui est fait dans de bonnes conditions et où le déroulement des différents actes chirurgicaux se fait avec fluidité. La qualité, elle est là. Elle n'est pas dans une attente inutile. Si vous interviewez des infirmières qui travaillent dans des unités de chirurgie ambulatoire bien organisées, eh bien, elles vous diront
très simplement qu'au lieu de passer des heures au téléphone pour essayer de rattraper une mauvaise organisation, elles ont beaucoup plus de temps pour se consacrer à leur cœur de métier, qui est effectivement une activité de soins auprès du patient. Donc arrêtons de dire que l'industrialisation, ce n'est pas de la qualité, c'est au contraire permettre aux professionnels de santé et aux soignants de se recentrer sur leur véritable métier. Gabriel Bossy, vous avez les bras croisés, je ne vous sens pas forcément à l'aise avec le discours de vos voisins de table. C'est certain que je suis pas en opposition totale, attention, hein. Et je suis pas loin de penser quelquefois la même chose. Ceci dit, ce que je dis, c'est que je suis pour l'efficience, pour la performance, mais il ne faut pas que nous soyons obnubilés par cette performance avec une performance de rentabilité économique à tout craint. Parce que quelquefois, à vouloir aller trop loin, on oublie de temps en temps la qualité. C'est ce que je dis, je n'oppose pas la qualité et la rentabilité ou la performance, etc. Je dis qu'aujourd'hui, nous avons des marges de manœuvre sur l'efficience, que nous devons y travailler, mais avec raison, et pas mettre en avant la rentabilité et l'efficience à tout craint avant le reste, c'est-à-dire la qualité et le patient. C'est tout ce que je dis. Mais je suis tout à fait d'accord pour travailler sur l'efficience et pour avancer. Et je pense que le parcours de soins du patient peut aussi être une approche qui va nous permettre de considérer le patient dans sa globalité plutôt que d'avoir des one-shots par-ci, des one-shots par-là, on le prend en charge et après on l'oublie. On a entendu parler tout à l'heure de maladies chroniques. Bon. Nous avons eu notre congrès de la FHPSSR il y a à peu près une dizaine de jours. Le thème était la maladie chronique. Et nous prenons, nous, aujourd'hui, le fait que la maladie chronique, voilà une approche efficiente qui peut être mise au premier plan. La prise en charge de la maladie chronique dans les années à venir. On pense que la maladie chronique peut devenir une grande cause nationale et nous travaillons à cela. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à prendre en charge un patient, on fait des actes, et ensuite on le lâche dans la nature. Dans moralité, il risque de récidiver, de s'aggraver, on oublie la prévention, et il faut que le patient il soit pris sur un long terme dans sa vie. Et j'en reviens donc, je reprends ma casquette de SSR, et je crois que le SSR peut devenir demain l'opérateur du parcours de soins du patient. Parce que, on le dit, la chirurgie va être réduite de plus en plus à l'ambulatoire. Et ce n'est pas parce que on a eu un jour un patient en ambulatoire qu'on doit devenir l'opérateur du parcours de soins. Alors que le SSR, lui, va prendre en charge le patient sur une plus longue partie de sa vie et va pouvoir le suivre grâce à des hospitalisations de jour, par exemple pour des compensations de diabète, pour des obésités ou pour des rééducations, et le maintenir dans une meilleure qualité de soins à terme. Et là, on dégagera de vraies économies, on sera efficient et on évitera de faire des one-shots au niveau d'une prise en charge sans prise en charge à long terme du patient. François de Mesmer. Alors, plusieurs petites choses. Je vais terminer là-dessus sur la récupération rapide, mais encore une fois, je tiens à préciser qu'il y a la récupération rapide, dont j'ai expliqué un petit peu les concepts de base. Il y a des tas d'études, si vous allez sur PubMed, vous allez trouver des tas d'études qui ont démontré que non seulement, effectivement, ça permet de réduire le coût de production, mais que ça réduit d'un facteur 50%, ça divise par 2, le risque de complications périopératoires pour le patient. Aujourd'hui, sortirait un médicament qui réduirait de 50% les complications périopératoires pour la chirurgie du côlon, ce serait considéré comme non éthique de ne pas la prescrire. Et d'ailleurs, par exemple, en Grande-Bretagne, les hôpitaux qui ne proposent pas la récupération rapide sont vilipendés, sont publiés sur des sites internet accessibles au grand public en disant « n'allez pas là-bas parce que ça ne correspond pas à l'état de l'art ». Deuxièmement, pour rebondir un petit peu sur ce que vous avez dit, je pense qu'effectivement, la montée en puissance des réseaux de santé vont avoir un effet court terme, qui est de tous nous obliger à réfléchir, encore une fois, sur le ratio qualité des soins produits sur ressources consommées. Ça va être l'application à court terme, parce que le donneur d'ordre, de plus en plus, va disposer de données transparentes qui vont lui permettre de sélectionner les meilleurs opérateurs. Et puis, il va probablement aussi, dans un deuxième temps, complètement modifier les logiques de tarification. Et il est probable que, par exemple, reprenons un cas classique d'un patient qui vient se faire opérer d'une prothèse de genou et qui doit bénéficier de prise en charge en rééducation fonctionnelle à l'issue.
c'est pas trahir un secret d'État, mais je pense que Christian Espagnol le dira mieux que moi, que la logique de paiement au forfait, c'est-à-dire de sortir d'une logique au silo, et justement la logique du parcours des soins, c'est d'être bien, d'avoir une instance de coordination et de ne pas faire que chaque intervenant travaille de son côté de façon isolée, va faire qu'à l'avenir, on aura probablement un paiement forfaitaire qui inclura la prise en charge du court séjour et puis la prise en charge ensuite du SSR. Alors, qui est le mieux placé pour être le donneur d'ordre? Est-ce que c'est du SSR qui ira acheter des soins chirurgicaux en amont? Est-ce que c'est la structure de chirurgie qui achètera les soins de SSR d'aval? J'en sais trop rien. Peut-être finalement une nouvelle forme de compétition entre les deux, mais ça va nous obliger à réfléchir différemment. Bien, bah, c'est peut-être l'occasion de demander à vous, directeur de clinique, chef d'établissement et président de groupe, ce que vous pensez de ce qui vient d'être dit. Quelle est votre vision des choses? On va vous faire passer les micros dans la salle. Est-ce qu'il y a des questions? Ben non, il n'y a pas de questions. On va poursuivre. Hein. C'est pas... Ah, pardon, excusez-moi. Il faut pousser le petit bouton. Ah, visiblement, il y a un problème de micro. Non, on va lui en apporter un autre, hein, parce que vraiment, il y a un problème de pile. Ça marche là? Voilà. Oui. Merci de vous présenter. Donc, Isabelle Bilinado, clinique des Cèdres, Brive-la-Gaillarde, Corrèze, je précise à chaque fois. Mon établissement fait partie de ceux qui font un travail sur le développement de l'ambulatoire, sous l'égide d'ailleurs du docteur Espagnol. Mais je voudrais juste faire une petite observation. Quand on parle vieillissement population et également ambulatoire, avec la volonté effectivement de mettre en place des systèmes de fast-track. Donc, à la fois sur l'aspect développement ambulatoire, je crois qu'il y a aussi un toilettage de nos textes réglementaires qui est à faire. Parce que lorsque l'on regarde aujourd'hui une prise en charge ambulatoire, quand j'entends le discours sur le cabinet de ville, quid de la prise en charge anesthésique, quid de la prise en charge en salle de réveil, etc. C'est-à-dire que lorsque nous avons nos experts visiteurs dans nos établissements, ils nous demandent finalement de bien vérifier qu'on a la même prise en charge quasiment étape par étape que si on prend en charge une intervention beaucoup plus lourde. Donc là aussi, je crois qu'il y a du toilettage de textes réglementaires à faire. Et deuxièmement, le Limousin étant la région de France la plus âgée, en tant que directrice, bien, je râlais après mes chirurgiens en me disant « Attendez, mais j'ai encore des cataractospies, comment cela est-il possible, etc. etc. » Et c'est vrai, d'abord, on a le problème parfois d'éloignement par rapport au centre chirurgical. Alors, dans des régions comme la Corrèze, surtout l'hiver, venir du sel avec la neige, c'est pas très sympathique, en ambulatoire. Et ce qu'on a observé également, c'est que nous opérons des patients de plus en plus âgés, qui vont venir effectivement pour un acte chirurgical qui paraît extrêmement simple, la cataracte, mais qui ont des multipathologies et qui demandent une prise en charge finalement relativement lourde. Ne serait-ce que les aider à s'habiller, se déshabiller, monter sur un chariot, ça nous mobilise les ressources humaines. Alors, comment gérer un petit peu ces aspects un peu contradictoires? Monsieur Espagnol. Oui, vous avez tout à fait raison sur les deux domaines. D'abord, c'est une habitude en France, et malgré l'inflation des textes, en général, les textes sont toujours en retard par rapport à l'évolution des techniques et des pratiques. Et Gérard Parmentier, qui est dans la salle et qui connaît particulièrement bien ce problème, ne me contredira pas. Il y a certainement dans ce domaine un toilettage à faire. Et le décret qui est paru l'an dernier, loin s'en faut, n'a pas résolu tous les problèmes. Donc,
Un certain nombre de sociétés savantes dans le domaine de la chirurgie ambulatoire se préoccupent de ce problème de plus en plus, et elles sont de plus en plus nombreuses. Et je crois qu'on peut tous s'en réjouir parce qu'on a besoin de ces structures pour édicter des règles de bonne pratique, faire évoluer les choses en fonction justement de l'évolution des technologies, mais il y a encore beaucoup à faire, et en particulier beaucoup à faire auprès de nos régulateurs, qu'ils soient nationaux ou régionaux, tant sur le plan d'ailleurs réglementaire sur l'organisation des choses, que sur le plan, comme le disait François à l'instant, tarifaire, car il y a encore des anomalies tarifaires relativement importantes qui freinent considérablement cette évolution. Alors sur la deuxième partie de votre intervention, vous apportez de l'eau au moulin sur la nécessité de mieux organiser les parcours. Alors effectivement, en fonction des territoires, il y a un certain nombre de spécificités et de difficultés qui sont plus ou moins importantes. Les difficultés dans les milieux suburbains de grandes métropoles ne sont pas les mêmes que les difficultés dans votre région. Mais ce n'est que par une réflexion, l'utilisation des moyens modernes que l'on arrivera petit à petit, incontestablement, à améliorer les choses. Et je pense que ça, Jean de Beaupuy en parlera certainement tout à l'heure, ça va dans le sens de ce que veulent faire les pouvoirs publics avec la stratégie nationale de santé. Il y aura un certain nombre d'expérimentations. Il y a une enveloppe résidue du grand emprunt de 80 millions d'euros qui va être consacrée à des expérimentations sur les territoires numériques de santé. Et je pense que l'hospitalisation privée, encore une fois, a tout intérêt à s'impliquer dans ce type de démarche. François de Mesmer, est-ce qu'un groupe comme Capio est intéressé pour investir dans une clinique on va dire rurale, dans la mesure où la rentabilité pourrait être moindre dans ces établissements? On l'entend, il y a peut-être des particularités territoriales qui font que c'est moins évident. Tout à l'heure, je disais l'importance de mettre à mort un certain nombre de dogmes. Le dogme de seules les grosses cliniques peuvent survivre, je pense qu'il faut aussi lui-même le malmener. En fait, on a au sein du groupe Capio de toutes petites structures qui sont non seulement rentables, mais parmi les plus rentables. Dès l'instant que vous avez évidemment une taille critique, mais cette taille critique, vous pouvez la moyenner significativement à la baisse. Dès l'instant que vous mettez en place les organisations vertueuses dont je parlais. Quand je parlais tout à l'heure d'une cataracte dans une structure en Suède, je veux dire, l'infrastructure en Suède est beaucoup plus légère que ce qu'on a mis en place en France. À la fois parce que le contexte réglementaire est un peu plus allégé, mais surtout parce qu'encore une fois, ils sont, pour des raisons qu'on ne s'explique pas bien, on a tendance à toujours vouloir complexifier la prise en charge, etc. Et encore une fois, il y a un moment, il faut se poser la question de la pertinence des choses. Alors, je donne un exemple, hein, je vais être secouer un peu le cocotier, mais je veux dire, en Suède, il n'y a pas de traitement d'air pour faire des cataractes. En France, on nous dit systématiquement la cataracte, c'est de la chirurgie prothétique, il faut un traitement d'air. Les Suédois sont très pragmatiques. Eux, ils suivent un seul indicateur, c'est le taux d'endophthalmie. C'est ça, je veux dire. Il y a des moments, il faut aussi qu'on se pose un certain nombre de questions. Est-ce que les cahiers des charges ils sont élaborés parce qu'il y a des gens de l'industrie biomédicale qui sont malins puis qui savent aller taper à la bonne porte pour surarmer les plateaux techniques? Et c'était une approche que je pouvais entendre au XXe siècle. Encore une fois, il y avait toutes les ressources qu'il fallait. Et aujourd'hui, la question que je pose, c'est est-ce qu'il ne faut pas se poser la question de la pertinence, voilà. Et si on s'aperçoit qu'en faisant des cataractes sans traitement d'air, en appliquant des processus très sécurisés, on n'a pas plus d'endophthalmie, il faut se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'on nous impose des traitements d'air comme ça. Donc, ce qui d'ailleurs, tout en disant ça, je suis conscient du coup que j'alimente un petit peu la menace, puisqu'aujourd'hui on est entre le marteau et l'enclume, on est entre le marteau, l'hospitalisation publique qui veut faire un petit peu une OPA sur les activités dites complexes, et puis l'enclume des plateaux techniques très légers qui pourraient être drivés par les praticiens et qui nous viendraient finalement phagocyter une partie significative de notre activité, en tout cas des activités sur des gros volumes. Nous on pense que la meilleure réponse à ces deux menaces, c'est justement de travailler, de mettre en place des processus tels qu'on puisse, dans nos infrastructures actuelles, produire le meilleur rapport qualité-coût. Gabriel Bossy, vous avez une réaction particulière à la question qui a été posée dans la salle prouve bien qu'il y a la théorie et la pratique. Et nous sommes confrontés à la réalité des faits. Il y aurait une personne âgée qui doit se faire opérer même d'un geste anodin ou d'un geste relativement bien organisé tel que la cataracte. Bien souvent, elle ne peut pas
le faire en ville ou ne peut pas le faire de façon isolée. C'est rare, hein, mais ça arrive. Donc il faut qu'on puisse répondre aux demandes de tout le monde et savoir que la réalité se heurte des fois à des organisations macroéconomiques qui ne répondent pas toujours aux besoins des patients, d'autant plus que nous allons, comme on le disait tout à l'heure, vers un vieillissement de la population, des pathologies de plus en plus lourdes et des techniques qui évoluent. Parce qu'on voit bien, si on revient dans un contexte macroéconomique, aujourd'hui, les charges des hôpitaux, c'était d'actualité hier, hein, montrent que les évolutions d'investissement qu'ils ont été amenés à faire, au point de vue équipement, matériel et structure, font que on arrive à un moment incompressible des dépenses de santé. Donc, il faut faire de l'efficience. On a des gains de productivité, moi je suis d'accord, il y a des gains de productivité, et les groupes là-dessus, franchement, hein, je vous le dis, les groupes nous aident, parce qu'ils ont une vision différente des privés, et nous avons beaucoup à prendre de leur part. Donc cette efficience, nous sommes tous partisans pour la faire, pour aller vers des économies de santé, mais attention, il ne faut pas standardiser tout, parce qu'on se heurte à des réalités qui quelquefois sont difficiles, et qui font qu'il ne faut pas aller au détriment, et je suis désolé de vous le répéter, de la qualité, quelquefois, des patients dans la bonne prise en charge. Si je peux juste... Oui. En fait, le débat, c'est un petit peu, est-ce que la médecine, c'est un art ou est-ce que la médecine, c'est une science? C'est un peu ça. Alors, si on considère la médecine est un art, il y a beaucoup de textes, on dit encore le praticien pratiquera son art, etc. Effectivement, qui dit art, c'est pas facilement mesurable, c'est interdépendant, comment vous le définissez, etc. Je pense que l'approche qui va s'imposer petit à petit, c'est que la médecine, c'est une science. Qui dit science, elle se mesure. C'est de la reproductibilité. C'est pas un exercice individuel, c'est un travail d'équipe. Et c'est bien ça. Il faut aussi que nous, je pense, on fasse ce virage culturel dans nos têtes pour pouvoir faire face aux défis de demain. Parce qu'autrement, on va être rattrapé. Et je veux dire, aujourd'hui, il y a 42% des cliniques qui sont dans le rouge. Si demain, on n'est pas capable d'apporter de nouvelles compétences, de voir aussi les problèmes avec un regard décalé, c'est-à-dire si on continue à faire ce qu'on a toujours fait jusque-là, avec la contrainte économique qu'on va subir, on peut se faire du souci sur la pérennité de nos établissements. On va rester sur cette note consensuelle, même si les regards décalés peuvent être différents, on l'a bien compris, entre tous les trois. Merci François de Mesmet, merci Gabriel Bossy et merci Christian Espagno pour votre intervention. Est-ce que je peux... Excusez-moi, je voudrais juste pouvoir intervenir. Pardon. Excusez-moi, j'avais pas vu qu'il y avait une autre question. À votre gauche. À votre gauche. Oui, pardon. Merci. Excusez-moi. Franck Lullier, je suis président de la CME d'une clinique sur Lyon. Et il s'est avéré que dans l'histoire, je suis allé travailler dans les pays anglo-saxons. Et jamais on entend parler de notre différence culturelle. Pour avoir travaillé aux États-Unis et aussi aux Pays-Bas, notamment dans le service de Kellet, jamais on ne parle de cette différence que l'on a, que nous sommes des latins et que ce sont des anglo-saxons. Quand on met en place une structure ou une réglementation, quand on me demandait mon avis aux États-Unis ou aux Pays-Bas, je disais, oui, mais attention, si vous faites comme ça, le gars, il va contourner le petit problème par la gauche. Et on me répondait, mais pourquoi veux-tu que celui qui adhère au projet mente? Pourquoi voulez-vous qu'il mente? Alors non, je me permets de continuer. Oui. Résultat des courses. Quand je suis revenu en France et qu'on a une activité privée et qu'on fait de l'activité pour faire de l'ambulatoire, faire des éléments où on va aller plus vite, mieux pour les patients. Je vous donne une anecdote d'il y a 2 mois. Prothèse de hanche, on a une technique chirurgicale qui font que les gens partent très vite de la clinique. On a eu un contrôle de la Sécu qui nous dit « Mais vous êtes sûr que vous posez vraiment des prothèses de hanche pour qu'ils partent si tôt ?» Est-ce que je peux vous répondre? Je voudrais juste, et c'est pour ça que c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'avec votre expérience des pays nordiques et anglo-saxons, ils n'ont pas cet état-là. Ils disent « Mais comment ça se fait ?» Et je m'arrêterai là-dessus. Aux États-Unis ou aux Pays-Bas, on va venir vous voir en disant « C'est vachement intéressant ce que vous faites. Comment ça se fait que vous êtes meilleur que les autres? On peut peut-être vous aider pour essayer de faire avancer cette idée-là. » Non, en France, on a triché. Et en plus, il y a un problème en France, c'est en plus, on a gagné de l'argent. C'est vraiment, il y a quelque chose de louche. Et je peux vous dire que le retour en France est un peu difficile pour ça. Je vous remercie. Alors, je vais vous répondre à 2 niveaux.
J'ai parlé tout à l'heure d'une première mondiale qu'on a fait au sein du groupe Capio, à savoir une hémicolectomie en embu. On a fait aussi en 2012 et 2013 une PTH, enfin plusieurs PTH et plusieurs PTJ en ambulatoire. Et je peux vous garantir que les mentalités évoluent considérablement, c'est-à-dire en l'occurrence dans les 2 ARS concernés, puisqu'une intervention s'est faite dans le Pays Basque et les autres c'est en Alsace, on a au contraire du côté des ARS des gens qui sont très intéressés, qui sont conscients aujourd'hui des limites du système. Très clairement aujourd'hui, quand on fait une PTJ en embu, elle nous est payée 700 € du fait de la borne basse, donc on ne paye même pas le prix de la prothèse. Mais on investit, on accepte de travailler à perte sur ce type d'intervention, parce que ça nous permet de jouer un peu les agitateurs d'idées, et deuxièmement, on a face à nous des gens qui sont conscients des enjeux, de là où il faut aller, et avec lesquels on est en train de trouver des solutions, des paiements expérimentaux, justement pour nous permettre de ne pas être bridés, parce qu'ils ne relèvent pas à mon avis de la culture, mais ce qui relève simplement aujourd'hui, il y a une inertie des textes, et les techniques médicales et organisationnelles vont tellement vite que les textes ne peuvent plus suivre. Je me permets de reprendre la parole. Oui, je suis d'accord. On va clore, merci. Le seul problème, c'est que, en l'occurrence, c'est pas l'ARS qui nous a posé des problèmes, c'est bien la CPAM. Et encore une fois, on a une couche administrative et une recouche administrative et une surcouche administrative où on a un vrai problème d'organisation. Je ne dis pas que ces gens-là n'aient pas eux-mêmes leurs mêmes contraintes. Je dis simplement qu'il ne faut pas partir du postulat qu'ils ne comprennent pas eux-mêmes quels sont les enjeux. Et je pense qu'il vaut mieux avoir une approche, d'aller les voir, leur dire, écoutez, voilà, encore une fois, il y a un cadre aujourd'hui qui nous bride. J'ai parlé des bornes basses, mais il y a aussi cette stupidité de la chambre particulière qui fait qu'aujourd'hui, je vais dire, on travaille tout à perte sur notre cœur de métier, et c'est avec la chambre particulière qu'on fait la rentabilité des établissements. C'est une situation stupide qui ne pourra pas se pérenniser. Donc il faut collectivement qu'on trouve des solutions pour sortir de là. Donc, mais encore une fois, je pense que les gens avec qui, que ce soit au niveau de la CEPAM, au niveau des ARS, tout le monde est conscient de ça. Il faut simplement qu'on ait l'intelligence de sortir par le haut, de trouver rapidement des solutions qui permettent de ne pas nous brider. Merci pour votre témoignage et merci pour ces réponses éclairantes.